Je voudrais rappeler juste les quelques traditionnelles consignes pour le bon déroulement du webinaire. Tout d'abord, merci de vous renommer, si possible. En cliquant donc dans la liste participants, vous pointez votre nom, vous cliquez plus et vous renommez, qu'on puisse avoir vos noms, prénoms, organismes. Ceux qui ont éventuellement un VPN, pour éviter des perturbations, c'est mieux de le couper. Les micros et caméras sont coupés. Par contre, le point important, c'est que pour faciliter les échanges, vous pourrez poser vos questions en utilisant l'outil discussion qui est dans la barre de tâches en bas de votre écran. Et pour votre information, ce webinaire est enregistré. Je vous propose sans tarder de donner la parole à André Breteau, un autre président de Pierre France, pour quelques mots d'ouverture. André, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci Eric. J'imagine que vous n'avez pas tous une connaissance détaillée de Pierre France et donc je vais vous présenter très rapidement notre association dont je suis le président pour encore quelques mois. Voilà, donc d'une part, Pierre France n'est qu'une petite partie de Piarc Monde, de l'Association mondiale de la route. En 2020, cette association a des membres dans plus de 140 pays, dont 124 pays membres représentés par un ou une premier délégué, Sandrine Chenzy pour la France, et des collectivités locales, mais aussi des membres collectifs publics ou privés, entreprises, universités, etc. Et enfin, des membres individuels, là aussi, publics ou privés. Le périmètre de cette association depuis plus d'un siècle, c'est tout l'éventail des questions liées aux routes et au transport routier. Et les missions, elles tiennent en 4 points. D'une part, c'est un forum d'échange pour l'analyse et la discussion. D'autre part, ces réunions permettent d'identifier et développer des meilleures pratiques et de les mettre à disposition de l'ensemble des membres de Piarc, y compris les pays en transition, et de prendre pleinement en compte dans nos activités les besoins de tous les pays. Concevoir, produire et promouvoir des outils efficaces pour la prise de décision. Alors, pour faire tout cela, l'association mobilise l'expérience et les connaissances de plus de 1200 experts issus de 80 pays. Alors, pourquoi 80 et pas 140? Parce que tous les pays ne peuvent pas envoyer des experts. Et ces experts se réunissent au sein de 22 comités techniques ou groupes d'études. Alors, nous avons 5 thèmes stratégiques qui apparaissent en rouge sur cette diapositive, et pour chaque thème stratégique, en gros, 4 ou 5 ou 6 comités. Le premier thème porte sur l'administration des routes, le deuxième sur la mobilité urbaine, rurale, le fret et les ITS, les transports intelligents. Le thème 3 porte sur la sécurité et la durabilité. Aujourd'hui, nous sommes sur les infrastructures proprement dites avec 4 comités techniques, chaussées, ponts, terrassement, et plus précisément, dans le cadre du comité tunnel, et c'est les membres français de ce comité qui organisent ce webinaire et je les en remercie au nom de l'association. Il y a également à Piarc Monde un comité terminologie et un comité statistique routière. Alors, tous ces experts échangent dans la durée avec leurs collègues issus de 80 pays et ils ont en général sur un cycle de 4 ans 8 rencontres qui durent chacune 2 ou 3 jours par cycle. Alors, des lieux d'échange internationaux, pourquoi faire? Je vais prendre un exemple dans le domaine des tunnels. Comme vous le savez, nous avons eu, il y a une vingtaine d'années, une série noire avec un incendie dans le tunnel du Mont Blanc, un incendie dans le tunnel du Tauern en Autriche, toujours la même année, en 1999. Et évidemment, cela a donné lieu à une loi en France, mais comme le problème était plus large, également à une directive européenne, et entre-temps d'ailleurs, il y a eu également un incendie très important dans le tunnel du Saint-Gothard en Suisse. Alors, lorsque le législateur, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau de l'Europe, doit prendre un texte sur des problèmes de ce type, que fait-il? Eh bien, il se tourne vers les lieux où, en gros, on a réfléchi à ce problème-là depuis plusieurs années. Et Piarc est l'un de ces domaines. On va vers des lieux d'échange, effectivement, et de convergence, parce que c'est là que se construisent les meilleures réponses avec un contenu technique, scientifique,
aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Alors pourquoi je mets lieu d'échange? Bon, c'est évident, mais pourquoi j'ajoute et de convergence? Parce que ce qui est important, c'est que tous ces experts issus de pays différents, de cultures différentes, échangent dans la confiance. Et la confiance ne peut se créer que lorsque les gens se connaissent. Et dans le cas de Piarc, ce sont justement ces réunions sur des cycles de 4 ans qui permettent à tous les experts de se connaître et de produire finalement de la convergence dans le domaine technique. Et c'est ce qui est utile ensuite lorsqu'on est confronté à un coup de tabac, comme ça a été le cas. Alors, quel est le rôle de Pierre France? Pierre France est d'organiser la diffusion des meilleures pratiques et des travaux que font les experts français et leurs collègues internationaux dans les comités techniques. Et nous avons, nous aussi, utilisé finalement le digital et les webinaires, avec à ce jour 5 webinaires qui ont porté sur la gestion des ouvrages d'art, sur la viabilité hivernale, sur les bus rapid transit et les lignes express françaises sur autoroute. Et donc là, vous voyez, on est dans le domaine de la mobilité. Le 2 février, c'était le véhicule automatisé, défis et opportunités pour les gestionnaires routiers. Et le 8 avril, l'apport des ITS à la mobilité routière en temps de crise. Toutes ces présentations sont disponibles sur Pierre France. Et comme vous aurez toutes ces diapositives, vous aurez les liens. Et évidemment, aujourd'hui, 15 avril 2001, vous êtes réunis pour assister à un webinaire organisé par le comité tunnel dont le thème est « Relever les défis de l'exploitation durable des tunnels routiers ». Les inscriptions pour tous ces webinaires se feront à l'adresse email qui apparaît sur votre diapositive. Je vous remercie, vous qui avez organisé ce webinaire et vous tous qui allez y assister. Merci encore et au revoir. Bien. Merci beaucoup, André, pour ces mots d'ouverture. Et donc, je vous propose de passer à la deuxième séquence donc, de l'après-midi. Je suis en train de partager donc l'écran. En principe, vous devez voir apparaître bientôt, je pense, le programme qui va suivre. Donc, nous aurons 3 séquences. Une première au cours de laquelle on va dresser un panorama des principales activités du comité tunnel de Piarc et des principales productions, Jean-Claude Martin et moi-même. Puis, nous aurons 2 séquences sur des zooms thématiques. La première, donc, sur le transport de matières dangereuses et les analyses de risque et l'outil logiciel qui a été créé sous l'égide de Piarc, DG Curam. Donc, la présentation sera réalisée par Philippe Ponce de BG. Et puis, dans une troisième partie, nous parlerons donc de démarche de sûreté de fonctionnement, comment l'appliquer au cadre de notre tunnel routier. Et c'est Olivier Martinetto, des Tunnel, qui fera la présentation. Donc, je propose sans tarder d'entrer dans le vif du sujet sur la production du comité tunnel de Piarc en donnant la parole à Jean-Claude Martin, donc chargé de mission au CETU, qui est également secrétaire francophone du comité tunnel de Piarc. Jean-Claude. Bonjour à tous. Donc, quelques mots pour situer ce que représente le comité tunnel à l'heure actuelle. Donc, je pense que la première slide va arriver sous peu. Voilà, le comité tunnel actuellement, c'est plus de 60 membres qui représentent 29 pays. Alors, comme vous le constatez, majoritairement des pays européens, mais aussi des pays asiatiques qui comptent par le patrimoine tunnel routier qu'ils ont. Je pense à la Chine, la Corée du Sud, le Japon, bien évidemment. Des pays comme l'Australie sont représentés. On a les États-Unis, Canada et Canada-Québec, quelques pays d'Afrique et un pays d'Amérique du Sud. Donc, une représentation très, très riche. Alors, ce comité est créé en 1957, a de nombreuses décennies d'expérience devant lui, et il intervient dans un champ qui couvre essentiellement l'exploitation des tunnels, que ce soit donc la géométrie, les équipements et leur maintenance, l'exploitation, la sécurité et de plus en plus l'environnement. Il produit beaucoup, chaque cycle est très riche et parmi les productions les plus importantes, on retrouve les monographies à l'occasion de chaque congrès mondial de la route qui termine un cycle à IPCR, les rapports techniques et le manuel des tunnels routiers qui est un document qui présente l'ensemble des sujets que traite le comité et qui assure un lien avec les rapports techniques.
il y a une forte présence, et quand je dis forte présence française, je pourrais dire très forte, dans le comité tunnel. À titre d'exemple, sur le cycle précédent, et la situation est à peu près identique dans le cycle actuel, le président du comité était Marc Tesson, j'étais moi-même secrétaire francophone, et dans chacun des groupes de travail, on retrouvait une présence de 1 voire 2 membres à chaque fois. Idem dans les task force. Alors, rapidement, la différence entre une task force et un groupe de travail, c'est que la task force va avoir une approche plus transversale que les groupes de travail. Ce comité a une production, je vous l'ai déjà dit, très importante. Pour illustrer ça de manière un peu plus parlante, je vous ai sélectionné quelques rapports issus du cycle 2016-2019. Donc, un premier rapport sur les émissions des véhicules et besoins en air frais pour la ventilation. Alors, très généralement, la capacité, le dimensionnement d'une installation de ventilation se fait par rapport à la situation d'incendie. C'est ce qui conditionne généralement le dimensionnement. Néanmoins, pour des tunnels où le volume de trafic est très élevé, les besoins en air frais pour la dilution en conditions de circulation normale et congestionnée peut conduire à être dimensionnante. Donc en 2012, il y a eu un premier rapport qui a fourni des facteurs d'émission et une méthode de calcul des besoins en air frais minimaux, publié par PIARC. Mais c'est une caractéristique de ce groupe, il ne se contente pas de publier des rapports à un instant T, il les réactualise quand le besoin s'en fait sentir. Et comme les normes d'émission pour les nouveaux véhicules sont de plus en plus strictes, comme le parc des véhicules est constamment renouvelé, les données du rapport 2012 dataient un peu. Donc le rapport qui est affiché de 2019 remplace intégralement le rapport 2012 et fournit de nouveau des facteurs d'émission sur les 3 polluants que sont les monoxydes de carbone, les NOx et les particules fines. Un autre donc rapport publié pendant ce cycle sur les grandes infrastructures souterraines interconnectées. Alors, c'est un type de réseau souterrain complexe qu'on découvre de plus en plus dans les grandes métropoles urbaines. Un premier travail avait été fait qui avait mis en lumière les problèmes particuliers auxquels sont confrontés les réseaux de cette nature. En effet, les réseaux actuels sont souvent conçus, les réseaux souterrains complexes, sont souvent conçus en transposant en souterrain les concepts qu'on utilise en réseau de surface. Et de fait, on oublie un peu de prendre en compte les particularismes de cette nature d'infrastructure. Donc, ces premières analyses ont fait l'objet d'un rapport qui a été publié en 2016 et qui présente de nombreuses informations de synthèse, les éléments statistiques, et puis qui propose des recommandations que je qualifierais de préliminaires en termes de conception et d'exploitation de ce type de réseau. Le rapport donc, qui est affiché sur l'écran s'inscrit dans la suite du précédent avec deux objectifs principaux: élargir le panel des réseaux étudiés, alors que ce soit d'un point de vue géographique, que ce soit d'un point de vue complexité ou diversité, et puis analyser de façon beaucoup plus approfondie les particularités de ces réseaux sur des sujets plus ciblés tels que la géométrie, l'impact des contraintes relatives aux points d'échange, bretelles d'insertion ou de sortie, les installations de ventilation, la signalisation et la gestion des interfaces entre les maîtres d'ouvrage ou les exploitants qui peuvent être nombreux à intervenir sur ce type de structure. Ce troisième rapport sur les collisions liées en tunnel part du constat que les mesures les plus importantes en termes de sécurité qu'on met en place visent à maîtriser les risques liés aux incendies et aux marchandises dangereuses. Or, la pratique montre que généralement, les victimes qu'on peut hélas dénombrer en tunnel, blessés ou morts, sont bien souvent dues à des accidents liés au trafic, accidents qui auraient tout à fait pu se produire à l'air libre. Donc, ces mesures
qui visent à assurer une sécurité que je qualifierais de routière sont par conséquent très importantes. Et de fait, c'est essentiel que le gestionnaire du tunnel et puis tous les autres acteurs intéressés, hein, je pense aux services de secours notamment, aient une vue d'ensemble des mesures qui permettent de maîtriser ce risque de collision. Donc, c'est ce à quoi s'est attelé ce rapport, en axant sa réflexion sur des mesures de prévention, de limitation des collisions qui sont plus spécifiques au tunnel. Et plus spécifiques au tunnel, ça veut dire les collisions qui, si elles avaient lieu à l'air libre, n'auraient pas forcément des conséquences dramatiques, mais qui, en tunnel, peuvent en avoir. On pense bien évidemment à un incendie qui, à l'air libre, est relativement facile à gérer, mais qui en tunnel pose des soucis extrêmement compliqués. Donc, c'est un document qui propose des mesures sur l'organisation, sur des techniques qui peuvent être mises en œuvre pour réduire la probabilité d'apparition des collisions, donc un volet démarche préventive, et qui propose aussi des mesures pour réduire les conséquences, donc une démarche là plus de limitation après incident. Un autre document qui là vise une cible plus spécifique, l'accessibilité. Alors il faut savoir que l'accessibilité, c'est un des principes fondamentaux qui a été énoncé dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'ONU en 2006. De plus, on a un contexte où le nombre de personnes à mobilité réduite, de PMR, est appelé à augmenter, d'une part parce que la population est de plus en plus vieillissante, et puis d'autre part parce qu'on note une augmentation de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc le groupe chargé de ce travail, sur la base de ce constat, a travaillé pour élaborer ce document qui est affiché. Et il vous présente des principes généraux qui permettent de définir des règles d'accessibilité, notamment aux aménagements de sécurité, niches de sécurité issues de secours principalement, dans les tunnels routiers pour les PMR. On trouve une rubrique et des annexes très riches en termes d'exemples, avec beaucoup de réalisations issues de pays européens, France, République slovaque, Danemark, Australie, Allemagne, Autriche, Suède et Espagne. Mais c'est quand même un premier pas, parce que si on constate que les concepteurs de tunnels routiers dans certains pays commencent à prendre en compte les considérations spécifiques au PMR, il reste encore du chemin à parcourir, et il ne serait pas surprenant que dans les cycles suivants, la IPCR se penche de nouveau sur cette problématique-là. Enfin, un document un peu plus innovant sur les premiers pas vers une exploitation durable en termes d'exploitation des tunnels routiers. Alors, la situation dans ce domaine du développement durable dans les tunnels routiers est assez hétérogène d'un pays à l'autre. On a des pays qui ont une réglementation, d'autres qui se fixent des objectifs, et puis d'autres qui n'ont quasiment rien. Donc, ce premier rapport, il faut le lire en tant qu'une première étape, une sorte d'état de l'art dans le domaine. C'est essentiellement ciblé sur les domaines en exploitation. Ça aborde bien sûr quand même toutes les phases de la vie dans le tunnel, phase de construction et surtout phase de conception. Donc, ça rappelle les grands principes du développement durable et la pertinence, la déclinaison qu'on peut en faire dans les tunnels routiers. Donc, il propose un inventaire des principales méthodologies qui pourraient être utilisées dans les tunnels routiers, en mettant un peu en exergue les initiatives qui ont été déjà engagées de manière assez diverse dans le monde entier. Et il propose, comme c'est souvent le cas dans les rapports IPCR, des recommandations et puis surtout des pistes d'études, des perspectives pour la suite. Enfin, le dernier rapport sur les concepts FMDS, celui-là, je vais vraiment en dire très peu de choses dans la mesure où Olivier Martinetto, dans quelques instants, vous en détaillera le contenu. Merci pour votre écoute. Très bien, merci Jean-Claude pour ce panorama
assez exhaustif de la production, tout au moins du dernier cycle. Je vais maintenant prendre la main donc pour évoquer les perspectives et en tout cas les travaux qui démarrent dans le cadre de ce nouveau cycle. Je souligne également que tu voulais parler, je pense, des publications de Routes and Roads dans lesquelles les travaux ont été valorisés. Et également un point important, puisque dans ce comité, dans ce cycle 2016-2019, le comité a vu l'organisation de la première conférence internationale du comité tunnel de Piarc, que nous avons organisée à Lyon, qui a connu donc un grand succès, plus de 300 participants, 35 pays, 33 exposants. Et pour faire écho un peu à ce que disait André en ouverture, un lieu qui nous a permis de partager des expériences au-delà des frontières, donc avec l'ensemble de la communauté tunnel. Alors, si on regarde un petit peu dans la suite de ces travaux, quels nouveaux enjeux il faut prendre en compte dans l'exploitation de nos ouvrages souterrains. Ce que vous voyez sur cette slide, cette série de logos, elle est là pour illustrer que les échanges se font à plusieurs échelles. C'est bien sûr le produit de nombreuses discussions dans le cadre notamment des réunions du groupe de travail des exploitants francophones de tunnels routiers, comité miroir donc, du comité tunnel au sein de Piarc France. Ce sont des discussions qu'on a pu avoir également dans le cadre du programme de recherche du CETU, avec son conseil scientifique en particulier. Et puis, au niveau international, je dirais d'abord au niveau européen, on échange beaucoup, notamment par le biais du comité de suivi de la directive et bien sûr, dans le cadre du comité tunnel de Piarc, dans lequel, donc, effectivement, les participants de tous les pays partagent leurs bonnes pratiques, leurs expériences. Et c'est aussi le cas de l'association COSUF, qui a aussi un travail sur ce sujet-là, pour faire émerger les problématiques, en tout cas les grandes évolutions dont il faudra tenir compte dans les années à venir. Alors, le contexte et les attentes sociétales évoluent, et donc elles posent de nouvelles questions pour nos ouvrages. Alors, je les ai synthétisés sous la forme de 5 grands volets, ces grandes évolutions sociétales. D'abord, bien sûr, les questions de transition écologique et énergétique. Alors, je sais bien que c'est un mot dont tout le monde parle, mais bien sûr, il dépasse largement le cadre des ouvrages souterrains, mais il vient nous poser des questions d'impact sur la ressource, des questions d'économie circulaire, des questions de développement durable, et qui se posent aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre donc, de l'exploitation au quotidien de nos tunnels routiers. Le deuxième grand volet, c'est toutes les grandes évolutions liées à ce que j'ai appelé la révolution numérique. En fait, c'est bien sûr le formidable essor des outils digitaux avec les nouvelles possibilités qui vont générer en termes d'informatique, de logiciels, de capteurs, de technologies de la communication. Et là aussi, ça vient interroger de plein fouet l'exploitation des tunnels. Troisième grand volet, ce que j'ai baptisé nouvelle mobilité. Alors, nouvelle mobilité, on peut penser bien sûr aux nouvelles technologies qui concernent nos véhicules, qu'elles soient au niveau des propulsions. On passe maintenant, pour bien sûr prendre en compte la transition écologique, pour lutter contre le changement climatique, on passe à des motorisations un peu plus vertueuses. On pense à l'électricité, on pense au GPL, on pense à l'hydrogène. Mais nouvelle mobilité, c'est aussi les systèmes de transport intelligents avec ces véhicules communicants, connectés qui vont arriver jusqu'à, bien sûr, l'étape du véhicule autonome. Et donc, générer de nouveaux usages et de nouveaux questionnements, en tout cas, pour nos ouvrages qui n'étaient pas forcément au départ conçus pour les recevoir. Quatrième grand volet, qui est lié un peu aussi à ces évolutions, notamment au niveau des outils et des possibilités numériques, c'est la sophistication des équipements. En gros, on a des équipements technologiques de plus en plus pointus qui apportent beaucoup de choses, mais qui aussi posent pas mal de questions. En gros, on a maintenant des Ferrari, mais est-ce qu'on a bien tout ce qu'il faut pour être capable de les entretenir, de les maintenir et de les piloter? Ça pose un certain nombre de questions. Et puis, bien sûr, du côté des équipements, ça génère aussi une réflexion sur les organisations des exploitants pour être capable de manager, de maîtriser les risques, en tout cas liés à nos équipements de sécurité.
Et le dernier point, c'est un point dont on parle beaucoup, bien sûr, notamment en ce moment, mais pas que, c'est la question, effectivement, d'être aujourd'hui dans l'obligation de plus en plus de gérer nos patrimoines dans des contextes de budget contraints. Donc, ça ne fait que renforcer à la nécessité des approches durables avec le volet économie du développement durable, où il faut chercher un peu à trouver des pistes d'économie. Alors, les nouvelles questions que ça pose, je parlais de transition écologique et énergétique. Eh bien, comment faire pour exploiter plus vertueusement et faire évoluer nos pratiques en tant qu'exploitant de tunnels routiers? Comment limiter l'impact sur la ressource, donc à la fois par les matériels, les matériaux, par les modes d'intervention en tunnel, comment réduire les consommations? On peut penser notamment à nos systèmes d'éclairage, aux nouvelles possibilités qu'offrent les LED, là aussi. Donc, un travail important sur ce volet-là à mener. Sur les questions qu'apporte cette révolution numérique, donc une nouvelle technologie d'information et de la communication, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle de big data, qui nous amène des possibilités. L'intelligence artificielle, on peut penser à l'amélioration des systèmes de détection, comme les détections automatiques d'incidents, par exemple. On peut penser également, bien sûr, je parlais des transports intelligents, puisque nos véhicules maintenant communiquent de plus en plus entre eux. Ils peuvent communiquer aussi avec l'infrastructure, et donc ça peut générer de nouvelles possibilités. Il y a aussi des nouveaux capteurs qui apparaissent, plus puissants, qui peuvent nous permettre de mieux suivre, de mieux donc surveiller nos installations, de mieux les entretenir et puis les maintenir. Les jumeaux numériques et la réalité virtuelle, là aussi, d'autres développements qui sont de plus en plus prégnants dans l'ensemble des domaines, mais qui arrivent aussi dans le domaine des ouvrages souterrains, avec aussi en particulier les approches de type BIM, qui vont là aussi révolutionner un peu notre approche, en tout cas les collaborations qu'on peut avoir autour de la bonne exploitation d'un ouvrage souterrain. Mais tout ça, ça effectivement un revers de la médaille qu'il faut aussi prendre en compte. C'est effectivement, qui dit gestion de données en masse, dit aussi comment les traiter, comment avoir la bonne donnée au bon moment et bien sûr les questions de cybersécurité que ça peut poser. Les nouvelles mobilités, nouveaux usages, eh bien, c'est bien sûr les nouveaux modes de propulsion. C'est aussi intégrer les modes doux. On a entendu dans le contexte de la pandémie, bien qu'il y avait de plus en plus d'usage du vélo en particulier. Eh bien, il faut maintenant penser nos ouvrages pour les accueillir, ce qui n'était pas forcément le cas initialement, puisque typiquement, si on parle des piétons, hormis en gestion de crise, les piétons n'avaient rien à faire en tunnel. Et maintenant, il faut réfléchir à pouvoir intégrer tout ça, notamment dans les environnements urbains un peu plus complexes, avec la nécessité d'optimiser la disponibilité des ouvrages. On peut de moins en moins les fermer. Il y a des grosses contraintes là-dessus. Donc, il faut les adapter, repenser les usages et les fonctionnalités. La sophistication des équipements, elle nous amène à des questions de robustesse finalement. On a des installations très technologiques, très performantes, mais est-ce qu'elles se déclenchent bien au bon moment comme on le souhaite? Est-ce qu'elles sont fiables? Donc, toutes ces questions-là qui nous amènent à des questions d'ailleurs de sûreté de fonctionnement, bien sûr. Et puis, l'organisation de l'exploitation qui est autour du bonne utilisation de ces équipements, avec les questions de facteurs humains organisationnels, et puis des démarches de plus en plus de construction, d'approche de type système de gestion de la sécurité en tunnel routier. Et tout ça, donc, effectivement, à intégrer pour aller vers ce qu'on peut appeler une exploitation durable des tunnels routiers, à prendre en compte le plus en amont possible. Alors, bien sûr, quand on a un ouvrage neuf, dès la conception, mais bien souvent, on a un parc, donc un patrimoine de tunnels routiers plus vieillissants à gérer. Et donc, il faut saisir les occasions des actions de rétrofit, de réhabilitation, pour en tout cas essayer d'aller vers des modes d'exploitation plus durables. Alors, le programme de travail du comité tunnel dans le cycle en cours, pour faire rapide, bien sûr, il ne va pas répondre à l'ensemble de ces problématiques. Il faudrait plusieurs cycles pour pouvoir y répondre. En tout cas, dans la continuité, il va réfléchir à l'exploitation des tunnels urbains et à fort trafic. Il va continuer donc à développer ses actions sur le manuel des tunnels. Et comme je le disais, sur la première conférence internationale à Lyon qui a été une réussite, on va organiser donc en 2022, l'année prochaine, à Grenade, en Espagne, au mois d'octobre, je crois, la deuxième conférence internationale sur les tunnels. On va aussi continuer à actualiser l'outil DGQRAM qui va faire l'objet de la présentation de Philippe Ponce qui va suivre.
Et donc, en plus de ces travaux qui sont un peu dans la continuité des cycles précédents, eh bien, de premières réflexions sur des problématiques nouvelles qui prennent la forme d'un groupe de travail sur la résilience des tunnels, comment encaisser les perturbations et faire en sorte qu'on puisse optimiser l'exploitation, la disponibilité en tout cas de nos ouvrages. Les questions de sûreté de fonctionnement FMDS, donc là, qui feront l'objet de la présentation d'Olivier Martinetto tout à l'heure. Et puis, donc, 2 groupes qui travaillent sur les nouvelles technologies de propulsion en tunnel et l'autre sur les systèmes de transport intelligents en tunnel. Avec, bien sûr, donc, des productions qui sont toujours plus nombreuses, avec des études de cas, ça c'est la nouveauté du cycle, sur des configurations bien particulières. Des rapports techniques, donc ça c'est le cœur de métier, j'ai envie de dire, du comité tunnel de l'IPCR, qui va continuer à produire des rapports dans la continuité de ce que Jean-Claude vous montrait. Et puis aussi des actions un peu nouvelles sous la forme d'enquêtes sur des problématiques spécifiques, puisque pour partager un peu les bonnes pratiques et donc avoir des retours d'expérience enrichis entre les différents pays, dans ce cycle, on va lancer quelques questionnaires. Certains sont en cours, des réflexions sur, par exemple, les hors-gabarits de manière transversale, liées au tunnel routier, mais également d'ailleurs dans le domaine des ponts. Des questions sur, par exemple, la géométrie et les trottoirs pour justement permettre le passage des piétons qui ont été donc initiés récemment. Et donc, on va continuer dans cette lancée-là. Voilà, je vois que le temps tourne très vite, donc je vous remercie pour votre attention pour cette première séquence. J'ai mis sur cette slide quelques liens qui vous permettent d'accéder un peu aux réflexions du comité tunnel, donc sur PIARC, des activités de PIARC France, des activités bien sûr du GTFE, et puis également le lien avec le CETU. Et vous pouvez bien sûr ne pas hésiter à nous contacter, que ce soit Jean-Claude ou moi, avec les emails que vous avez sur la présentation. Comme le temps avance, je pense qu'on peut grouper peut-être les questions à venir avec celles sur la session qui va suivre, et je vous propose de passer sans tarder à la partie dédiée donc, au transport de matières dangereuses et à l'outil DG Curam, en passant la parole donc, à Philippe Ponce, qui est directeur infrastructure et transport au sein du groupe BG. Philippe, si tu veux bien prendre la parole, et puis n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre à la suite de la présentation de Philippe. Philippe, à toi. Oui, je te remercie Eric. Je vais donc tout de suite effectivement enchaîner sur ma présentation. Voilà, que je vais partager, passer en mode diaporama. Alors, voilà, le mode diaporama est enclenché. Donc, je vais vous parler effectivement d'une collaboration du PIARC dont la genèse remonte à une trentaine d'années et qui aura été fructueuse parce qu'elle a abouti, je dirais, à la production d'un outil et à une évolution réglementaire qui aujourd'hui sont utilisés très largement et dans de nombreux pays. Ma présentation comporte 2 parties principales. La première, c'est de rappeler justement cette genèse et les objectifs du modèle d'évaluation quantitative des risques ou Quantitative Risk Assessment Model du PIARC. La méthode mise en œuvre pour l'évaluation des risques liés au transport de marchandises dangereuses. Vous donner un focus sur les mises en œuvre dans quelques pays européens. Alors, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. Je suis resté en incluant quand même la France dans les pays quasi riverains ou riverains, donc que sont l'Italie, la Suisse, la Grèce et l'Autriche. Et puis, je vais vous dire quelques mots donc, dans une deuxième partie des évolutions du modèle, puisque ce modèle aujourd'hui existe depuis une vingtaine d'années. Donc, celles qui ont été réalisées récemment, celles qui sont en cours et encore celles qui sont envisagées dans le cadre du présent cycle. Alors, ce modèle, en fait, il est né d'un constat il y a une trentaine d'années qu'un transporteur qui souhaitait transporter des marchandises dangereuses entre différents pays pouvait être confronté à des difficultés importantes par manque de lisibilité sur les différentes règles d'autorisation et d'interdiction des marchandises dangereuses dans les tunnels entre pays, mais également parfois au sein d'un même pays. Et donc, il y a eu la volonté, en fait, du PIARC qui s'est pour l'occasion associé à l'OCDE de développer un projet commun de recherche dans le but d'améliorer et d'objectiver la sécurité des transports de marchandises dangereuses dans les tunnels
tout en facilitant l'organisation du transport, c'est-à-dire en le rendant plus lisible. Tout ça a conduit en fait à plusieurs choses, hein, donc à développer un outil d'évaluation des risques, celui dont je vous parle maintenant, qui est partagé et reconnu aujourd'hui dans de nombreux pays, et a abouti également à une évolution de la réglementation liée au transport européen des marchandises dangereuses sur la route, pour une définition donc harmonisée des autorisations et d'interdictions des marchandises dangereuses dans les tunnels, puisqu'aujourd'hui, il n'est possible en fait de définir 5 catégories. La catégorie A correspondant à l'ensemble des marchandises dangereuses autorisées sur la route. La catégorie E a une interdiction totale ou quasi totale, 5 numéros ONU ou quelques numéros ONU résiduels sont malgré tout autorisés dans les tunnels de catégorie E, avec des interdictions partielles entre les deux. La catégorie B conduit à interdire les produits qui donnent matière à des explosions très importantes. La catégorie C à exclure les marchandises dangereuses qui donnent matière à des rejets toxiques très importants. La catégorie donc suivante conduit à exclure les marchandises dangereuses qui donnent matière à des incendies très importants, et il reste une catégorie juste au-dessus de la catégorie D avec des risques de moindre importance liés au phénomène que je viens de vous décrire. Les objectifs du modèle consistent à évaluer les risques liés au transport de marchandises dangereuses sur la route, alors en tunnel mais pas seulement, à l'air libre également, et d'aider au choix de la catégorie à retenir pour les tunnels routiers, donc en accord avec l'ADR, et en s'appuyant sur plusieurs usages possibles. Des comparaisons d'itinéraires, raison pour laquelle il est nécessaire d'évaluer les risques, y compris à l'air libre, puisque sur les itinéraires, vous trouvez les tunnels, mais en amont et en aval des tunnels, vous pouvez trouver des sections à l'air libre, et y compris sur les itinéraires alternatifs et éventuellement possibles. De comparer les résultats produits par le modèle avec des mesures possibles de réduction des risques par rapport à un cas de base. Donc, vous pouvez comparer différentes situations entre elles et d'évaluer la manière dont certaines mesures de réduction des risques peuvent agir pour rendre le risque acceptable, ou alors de comparer en fait les risques calculés avec des critères d'acceptabilité. Vous verrez que dans les exemples que je développerai juste après, dans les usages qui sont faits dans les quelques pays que je vous ai cités, on va retrouver, je dirais, tout ou partie de ces méthodes mises en œuvre. Alors, qu'est-ce que permet de calculer le modèle? C'est en fait des courbes dites fréquence-gravité à partir en fait de l'évaluation des effets physiques d'un nombre limité de scénarios qui sont représentatifs de la grande variété des marchandises dangereuses qui sont classées comme telles au moyen d'un numéro ONU, hein, il y en a plus de 3000. Ces conséquences, en fait, les effets physiques d'une explosion, d'un feu ou d'un rejet toxique, ces effets physiques sont également, et leurs effets sur les personnes en termes de blessures ou de létalité sont également évalués sous forme d'effets physiologiques et qui tiennent compte des possibilités de se soustraire à ces effets. Une personne qui voit arriver un danger peut évacuer, le cas échéant dans un tunnel vers une issue de secours lorsqu'il y en a, et se trouver protégée une fois qu'elle a passé les portes la mettant à l'abri des effets de ces scénarios liés aux marchandises dangereuses. Et puis évidemment, à chaque cas, chaque situation qui est calculée, une fréquence est associée, et donc le résultat est la courbe que vous voyez à droite sur ma présentation, c'est-à-dire sont calculées des conséquences en termes de nombre de morts par an et des fréquences associées. Donc là, le cas, par exemple, qui est mis en avant sur la courbe est une situation où les conséquences sont de 50 morts ou plus, les courbes sont cumulées, hein, avec une fréquence associée de 1 pour 100 000 ans. Vous voyez qu'on parle aussi de phénomènes qui sont excessivement rares, fort heureusement. Les scénarios qui sont mis en œuvre sont listés dans le tableau que vous voyez ici. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais ils sont représentatifs des différents phénomènes que je vous ai décrits. Donc, c'est les scénarios 3 à 13 avec des quantités embarquées qui sont différentes, hein, qui vont de la bouteille jusqu'à la citerne. Vous avez également 2 scénarios qui ne sont pas relatifs aux marchandises dangereuses, mais à des
des scénarios d'incendie. Il avait été jugé intéressant à l'époque, en fait, de s'appuyer sur des scénarios dits benchmark pour relativiser aussi vis-à-vis de certaines marchandises dangereuses les effets. Ce que vous voyez dans les deux dernières colonnes de ce tableau sont les codes de restriction auxquels ces scénarios se réfèrent en tunnel, et donc, à contrario, les types de tunnels dans lesquels les marchandises qui transportent, en fait, qui sont transportées selon ces différents produits peuvent ou non être admises. Les calculs qui sont réalisés, évidemment, sont relativement nombreux et seraient très fastidieux à réaliser à la main. Chaque route est scindée en tronçons homogènes sur lesquels, par période de temps ou des trafics différents, des conditions différentes sont évaluées. Évidemment, la direction dans laquelle les véhicules se déplacent sont également pris en compte. Ces scénarios homogènes sont ensuite subdivisés en segments à l'intérieur desquels, je dirais, des situations d'accident sont simulées pour chaque scénario. Pour ces lieux d'accident sont évalués à partir des conditions météorologiques donc, qui sont issues de Rose des vents, les distances d'effet pour différents pourcentages de létalité ou de blessures sont évalués pour les usagers de la route, mais également pour les riverains. Et une fréquence d'occurrence est associée à chaque calcul. Pour vous donner quelques exemples de mise en œuvre du modèle, je vais commencer par citer le cas de la France. Donc, les évaluations sont réalisées pour décider si des marchandises dangereuses peuvent ou non être admises en tunnel en plusieurs phases. La première phase, en fait, consiste à se poser la question de savoir si réellement le tunnel est un enjeu en termes de sécurité vis-à-vis du choix de la catégorie ADR à retenir. Pour ça, il a été défini un seuil, donc il y a un seuil de 10-3 morts par an, c'est-à-dire un mort tous les 1000 ans, en dessous duquel il est considéré que le niveau de risque est suffisamment faible pour que le tunnel ne soit pas considéré comme un critère pour la décision liée aux interdictions ou autorisations des marchandises dangereuses sur l'itinéraire. Si en revanche, les calculs qui sont réalisés conduisent à ce que ce seuil soit dépassé, alors de deux choses l'une, soit il existe un itinéraire alternatif, soit il n'en existe pas. S'il n'existe pas d'alternative, on est bien contraint à admettre les marchandises dangereuses sur cet itinéraire, mais dans ce cas, il convient de retenir des mesures de réduction des risques supplémentaires par rapport à ce qui serait fait pour un tunnel qui répondrait parfaitement aux obligations réglementaires sur le plan de la sécurité pour arriver à un niveau de risque qui soit acceptable. Si il existe un itinéraire alternatif, alors dans ce cas, l'étude qui est réalisée passe à une deuxième phase où en fait les différentes décisions entre, je dirais, l'autorisation totale, l'interdiction totale, c'est-à-dire les interdictions partielles, sont examinées sous plusieurs angles et au travers de plusieurs critères. Premier critère, les scénarios, je dirais, avec marchandises dangereuses impliquées, c'est-à-dire les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure sont construites pour ces différents scénarios et comparées, mais sont également considérés des critères de simple accident de la circulation. Le fait de mettre sur la route ces marchandises dangereuses peuvent conduire à des accidents de la circulation sans implication de la marchandise, c'est également à prendre en compte. La vulnérabilité de l'itinéraire, en particulier les critères environnementaux, mais également de population. Par exemple, vous avez une maison de retraite ou une cour d'école qui est située à proximité de l'itinéraire. Ce sont des éléments plus qualitatifs qui sont à prendre en compte dans la comparaison. Également, l'implication économique de la décision. Certaines routes ou certains itinéraires sont des itinéraires d'importance vitale qui doivent être, dont je dirais la capacité d'exploitation doit être préservée, et c'est donc un élément de critère à prendre également en compte.
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers édité par le CETU, et en particulier son fascicule 3 sur les analyses de risques liées au transport de marchandises dangereuses. Une version a été mise à jour en 2018 qui intègre tout ce que je viens de vous dire et bien plus encore. Pour ce qui concerne l'Autriche, c'est également une analyse en plusieurs étapes qui est mise en œuvre. Et la première étape, en fait, s'est inspirée et a retenu le même seuil qui avait été retenu pour la France, c'est-à-dire le seuil de 10-3 que je vous disais tout à l'heure. Simplement, la première étape de mise en œuvre, en fait, a été facilitée, c'est-à-dire que l'autorité administrative autrichienne a défini une grille avec différents types de tunnels, avec différents types de niveaux de trafic, donc différents types de tunnels selon que la ventilation y est naturelle, mécanisée, longitudinale ou non, selon des catégories de longueur, mais également différents types de trafic, et qui permet en fait, lorsque l'on est dans la zone verte, d'être à coup sûr en dessous de ce seuil et donc de ne pas se poser plus de questions là aussi vis-à-vis du transport de marchandises dangereuses. Lorsque le tunnel considéré se retrouve par rapport à cette grille dans la zone orange, alors on doit passer à une deuxième étape. Donc cette deuxième étape consiste en fait à calculer le risque lié au tunnel au moyen du modèle QRA du PIARC et de comparer le résultat à une courbe d'acceptabilité de référence. Lorsqu'on est au-dessus de la courbe, des mesures de réduction des risques doivent être prises pour s'assurer que le niveau de risque reste in fine en dessous de la courbe. Ça peut conduire à des interdictions partielles. Dans ce cas-là, il s'agit évidemment de s'assurer que le risque qui est reporté sur l'itinéraire alternatif ne conduit pas à un risque global qui, lui aussi, est au-dessus de cette ligne de référence. Troisième exemple, donc en Suisse, également une approche en plusieurs étapes. Donc là, les courbes de comparaison d'acceptation du risque que vous voyez sont issues en fait de l'ordonnance pour la protection des accidents majeurs, qui est valable en Suisse pour tous les types de risques présentant des accidents majeurs potentiels, y compris industriels. L'évaluation et la méthode qui a été mise en place consiste à évaluer d'abord, de faire une évaluation sommaire du risque intrinsèque au tunnel, comme cela est fait, je dirais, en France et en Autriche, mais sommaire au sens où un nombre réduit de paramètres sont pris en compte, une interface spécifique a été définie pour ça, et les courbes qui sont ainsi construites, lorsqu'elles se retrouvent soit dans la zone au-dessus de la courbe que vous voyez en trait plein rouge, ou dans la première moitié, la moitié supérieure entre les courbes pleines et la courbe en trait pointillé, alors à ce moment-là, il faut passer à une étape 2. Dans cette deuxième étape, le risque intrinsèque est à nouveau calculé, mais cette fois de manière plus détaillée. À nouveau, la même comparaison est faite. Et si on se trouve à nouveau dans la zone intermédiaire supérieure ou dans la zone donc inacceptable, c'est-à-dire au-dessus de la courbe en trait plein rouge, alors il est recherché des mesures de réduction des risques, des comparaisons avec des itinéraires alternatifs éventuels lorsque des interdictions partielles sont envisagées. En Grèce, la méthode qui est mise en œuvre est très très proche de la méthode mise en œuvre en France. Un guide méthodologique a été publié en 2011 par l'autorité administrative grecque, qui est inspiré en fait du fascicule 3, des premières versions du fascicule 3 du guide des dossiers de sécurité du CETU. Donc je ne vais pas détailler puisque je vous en ai déjà largement parlé précédemment. Pour ce qui concerne l'Italie, en fait, le risque lié aux marchandises dangereuses n'est pas pris en compte de manière isolée. C'est-à-dire qu'en Italie, il est considéré l'ensemble des risques qui sont liés à l'exploitation des tunnels, c'est-à-dire y compris les risques d'accident et d'incendie liés au parcours des véhicules légers et des poids lourds, indépendamment du fait qu'ils transportent ou pas des marchandises dangereuses. Un calcul spécifique est évidemment fait pour les marchandises dangereuses et pour ça, le modèle QRA du PIARC est utilisé et même recommandé. Et donc, l'ensemble des risques sont agrégés et sont comparés à des courbes d'acceptabilité. La courbe verte, lorsque l'on est en dessous, on est dans une zone d'acceptabilité où il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de réduction des risques supplémentaires. Lorsque les risques globaux sont dans la zone intermédiaire, alors
des mesures complémentaires de réduction des risques sont à rechercher. Et au-dessus de la courbe jaune, on est dans une zone d'inacceptabilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'exploiter des tunnels pour lesquels le niveau global de risque serait au-dessus. Voilà, alors pour conclure, ce modèle qui est utilisé depuis une vingtaine d'années est maintenant son utilisation très fortement ancrée, puisque intégrée, je dirais, au corpus réglementaire de nombreux pays. Et il a été fait le constat que pour pouvoir continuer d'utiliser ce modèle, il était nécessaire de le faire évoluer. Comme tout logiciel, il a besoin d'être régulièrement mis à jour sur un certain nombre de choses. La première d'entre elles, c'était de rendre ce modèle compatible avec les versions précédentes de Windows et d'Excel. En effet, la première version du modèle n'était plus compatible avec des versions postérieures à Windows XP et Excel 2003. Vous voyez, ça nous ramène largement en arrière. Aujourd'hui, la version qui est commercialisée par le PIARC peut être utilisée sur toute plateforme Windows et toute version d'Excel jusqu'aux plus récentes, ce qui permet, je dirais, à tous les pays qui utilisent le modèle de l'utiliser sans trop de contraintes techniques. Quelques bugs qui avaient été constatés liés à des usages très rares ont été corrigés également à cette occasion. Donc ça a été fait lors du cycle précédent. Et puis, les pays qui se sont entendus pour financer ces mises à jour, donc la coopération qui est en cours, a conduit en fait à définir plusieurs niveaux de priorité de nouvelles mises à jour pour pouvoir mieux utiliser l'outil dans ces différents pays. Et vous voyez que le fait de faire cette mise en commun permet, je dirais, d'en tirer le meilleur pour tous, et ensuite que chaque pays puisse bénéficier de ces améliorations. La coopération de ces pays étant bénéficiaire, je dirais, à la communauté internationale, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à faire dans chaque pays. Actuellement, donc, ce qui est en cours, c'est de permettre une distinction entre les catégories D et E, qui aujourd'hui sont difficilement distinguables par les scénarios qui ont été définis, mais également de construire de manière native en fait les courbes selon ces catégories qui ont été introduites dans l'ADR, puisque, je le rappelle, le modèle a été réalisé entre 1997 et 2001, avant en fait que la réglementation ADR, elle, ne soit modifiée, puisque ces catégories d'interdiction partielle ont été introduites en 2007 dans l'ADR. Également, ce qui est en cours, c'est d'apporter des améliorations pour rendre plus clairs certains passages des manuels du manuel utilisateur et du guide de l'utilisateur. D'autres évolutions encore sont envisagées, qui dépendront, je dirais, du financement. La première, c'est de supprimer le scénario 1. On s'est rendu compte que dans certains pays utilisaient ce scénario 1 pour rattacher, en fait, comme scénario, pour y rattacher certaines marchandises dangereuses. Le modèle n'est pas fait pour ça. D'améliorer aussi un paramètre qui, je dirais, conduit à une variation de résultats assez importante lorsqu'on n'y prend pas garde, et d'améliorer l'utilisation de ce paramètre entre les zones urbaines et rurales en le reliant, je dirais, plutôt aux vitesses de parcours. De vérifier et puis d'améliorer le cas échéant le modèle de ventilation. D'améliorer l'interface de saisie des données qui, il faut bien l'avouer, parce que basée sur Excel, n'est pas très ergonomique. D'améliorer le modèle d'évacuation en tunnel. La Suisse, qui a déjà fait ce travail, a proposé, je dirais, à la communauté d'utilisateurs de mettre à disposition en fait ces évolutions pour pouvoir en faire bénéficier le modèle. Vous voyez encore un exemple de coopération. La prise en compte, une meilleure prise en compte des trafics saturés. Aujourd'hui, c'est possible d'une certaine manière. Les pays qui financent souhaiteraient pouvoir le faire de manière plus native, d'évaluer l'influence des mesures de réduction des risques de manière plus simple également, d'évaluer aussi la représentativité des scénarios aujourd'hui par rapport à l'ensemble des marchandises dangereuses, pour se poser la question peut-être un jour d'ajouter un scénario,
Et puis également, puisque ces probabilités ont été calculées à partir de statistiques qui ont une vingtaine d'années maintenant, de faire une revue de ces probabilités éventuellement, de les mettre à jour, sachant que ces probabilités par défaut peuvent tout à fait être remplacées par des probabilités spécifiquement calculées par les utilisateurs. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention pour voilà, cette présentation et ce modèle donc, qui aujourd'hui, au bout de 20 ans, continue de susciter l'intérêt de nombreux pays. Bien, merci Philippe pour cet exposé très complet. On a plusieurs séries de questions hein, qui sont dans le chat. Je commence peut-être par deux questions qui concernent peut-être les présentations précédentes. Une première sur quid des vélos en tunnel, comment les gérer et les protéger. Alors effectivement, le sujet des mobilités douces, c'est un sujet qui monte en puissance très fortement hein, ces dernières années. Et il y a donc, on peut dire, des premières tentatives, notamment au travers de l'utilisation un peu innovante de galeries de sécurité, par exemple, pour faire passer les vélos. On peut penser au tube mode doux de la Croix-Rousse, on peut penser au tunnel du siècle, au tunnel du chat, par exemple. Donc ça offre des possibilités intéressantes. Par contre, ce sont bien sûr des vélos qui ne circulent pas dans l'espace circulé. C'est là qu'est sans doute vraiment l'enjeu. Et donc là, actuellement, il y a une série de réflexions qui sont en cours. Bon, côté sécu, on y travaille aussi. Il y a notamment des expérimentations qui sont faites, comment utiliser l'éclairage pour justement mieux les mettre en valeur et en tout cas mieux les protéger. Donc, ce sont des pistes pour l'instant exploratoires et on vous tiendra bien sûr informé des résultats de ce type d'expérimentation et en tout cas des réflexions pour mieux intégrer les vélos dans nos tunnels. Peut-être Jean-Claude, je te passe la parole. Il y a une deuxième série de questions sur le déploiement de systèmes ITS. Là aussi, des choses qui émergent. Si tu veux en dire deux mots. Sur les systèmes ITS dans le domaine tunnel, on a une spécificité, c'est que les tunnels sont quand même riches d'équipements et d'équipements qui, pour certains d'entre eux, sont dotés d'intelligence. Donc, il restera bien sûr à définir un lien entre ces équipements intelligents du tunnel et les véhicules futurs, les ITS intelligents. Et à ce titre, il y a plusieurs initiatives, des groupes de travail qui ont été mis en place par le ministère, auxquels on participe plusieurs agents du CETU de manière très régulière. Donc, on vous fera passer pour les personnes qui sont intéressées plus particulièrement sur ce sujet, les informations qu'on a à ce jour. Merci. Okay. Merci Jean-Claude. Des questions peut-être plus spécifiques maintenant sur la présentation de Philippe, qui n'a pas forcément bien compris si la méthode s'appliquait à un tunnel existant ou pendant les phases de conception. Est-ce que tu peux le repréciser, Philippe, s'il te plaît? Oui, alors les deux en fait, hein. C'est-à-dire que lorsque un nouveau tunnel est construit, obligatoirement il faut se poser la question de savoir si les marchandises dangereuses y seront ou non admises, parce que ça a aussi des conséquences d'ailleurs sur la conception. Donc dans le cadre des dossiers préliminaires de sécurité qui sont réalisés, ces analyses de risque sont réalisées. Pour des tunnels existants, et notamment lorsque les premiers dossiers de sécurité ont été réalisés, de nombreuses analyses ont été faites dans la première moitié des années 2000. Et puis évidemment, à chaque fois que ensuite le dossier de sécurité est mis à jour, si je dirais, les conditions d'exploitation changent de manière importante, alors il est nécessaire de mettre à jour ces études qui sont réalisées, alors qui sont dans un premier pas relativement simples. Hein. Le calcul du risque intrinsèque est fait au moyen d'une interface simplifiée qui avait été réalisée sous l'égide du CETU, donc, et qui permet en fait assez facilement de définir si on est au-dessus ou en dessous du seuil de 10-3. Je dis assez facilement, ça nécessite quand même un certain niveau d'expertise parce qu'il faut le compléter toujours pour être certain de la robustesse du résultat d'analyse paramétrée. Et puis, donc, si on est au-dessus, évidemment,
il y a la nécessité de faire une analyse comparative d'itinéraire. Là, c'est un tout petit peu plus long parce que ça nécessite la partie la plus importante, évidemment, des enquêtes. Après, l'usage du modèle lui-même, je dirais, aujourd'hui, de nombreuses personnes dans des bureaux d'ingénieurs se sont emparés du sujet et savent réaliser ce type d'études. Ça ne s'improvise pas non plus, ça nécessite quand même une formation, d'ailleurs que le PIARC délivre sur demande, et nécessite, je dirais, une certaine expertise à l'usage, et qui n'est pas non plus, je dirais, voilà, disons, à la fois ça ne s'improvise pas, c'est pas non plus évidemment inaccessible ou accessible seulement à ceux qui ont développé l'outil. Le fait qu'aujourd'hui cet outil soit utilisé dans de nombreux pays prouve que de nombreux pays ont su, sans avoir développé l'outil, s'en emparer et l'utiliser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le sujet? Oui, alors c'est vrai que le temps tourne, mais peut-être Philippe, une question, est-ce qu'il est prévu, envisagé d'ajouter des scénarios nouveaux à Curam? Alors ça, c'est une question, alors que les pays effectivement qui sont réunis là pour financer des mises à jour se sont posés, et notamment dans les investigations qui vont arriver là dans les phases suivantes, notamment pour distinguer les catégories D et E, ou pour d'autres raisons, pourraient conduire à ajouter des scénarios. Maintenant, ajouter un scénario, c'est, je dirais, une des modifications au modèle les moins neutres ou les plus difficiles à faire, qui nécessitent quand même, je dirais, un certain investissement. Et donc, tout dépendra aussi, je dirais, entre les différentes évolutions qui sont prévues, si celle-ci sera jugée prioritaire ou non. Il me semble que des derniers échanges, l'ajout de scénario ne faisait pas partie, on va dire, des priorités. Mais ce n'est pas exclu qu'à une fois ou l'autre, des scénarios soient ajoutés. Ok, merci Philippe. Il y a une dernière question peut-être sur effectivement les réseaux de télécom de la sécurité civile là, qui sont en train d'évoluer avec un nouveau projet là, qui émerge qui s'appelle Réseau Radio du futur. Et donc, une question sur est-ce qu'il est prévu de fiabiliser les installations techniques de communication dans les tunnels, en gros, où on en est de ce sujet des réseaux de télécommunications, pour répondre à la question, oui, on est au courant. On est même d'autant plus au courant que plusieurs collègues du CETU participent à un groupe de travail qui a été initié par la direction des infrastructures terrestres, le ministère, pour faire plus simple, et qu'on sache à bien faire valoir les exigences qu'on attend en termes de continuité radio en tunnel. Et on a aussi soulevé le point du basculement entre le réseau actuel et le réseau du futur. Donc, on est au point et on y participe de manière très active. Ok, je vois qu'il y a, mais ne soyez pas frustrés, on les prend en note, hein, on va les relever et on se propose à ce moment-là de vous répondre en tout cas par mail. Je vois des questions sur les tunnels isolés de montagne en particulier, des questions complémentaires aussi sur DG Curam. Donc bien sûr, on mettra en relation avec les intervenants concernés pour vous apporter quelques réponses complémentaires. Je vous propose de basculer donc sans tarder sur maintenant la sûreté de fonctionnement, hein, avec l'exposé que va nous faire Olivier Martinetto, qui est expert équipement, expert sécurité agréé, hein, au sein de DGIS Tunnel. Olivier, si tu veux bien prendre la parole. Bonjour, m'entendez-vous? J'ai un petit bug. Oui, nous t'entendons. Bon, c'est un bon début. Par contre, mon partage d'écran ne marche pas. Si, est-ce que... Si, là, Mais vous avez l'écran noir là, passer en du mode coup. diaporama peut-être. Non, Non, on vous voit, mais tu n'es pas encore en mode diaporama, je pense, là, Olivier. C'est en train de venir, je crois. Et bien voilà, parfait. Parfait.
Là, vous avez quelque chose qui est correct pour vous? Oui. Bon, tant mieux. Moi, ça ne me donne pas l'aperçu habituel. Mais ma foi, ce sont les aléas de la technique. On va faire avec. Direct. Si c'est parfait, tant mieux. Merci Eric. Bonjour à tous. Le sujet FMDS appartient au domaine très vaste et complexe de la sûreté de fonctionnement qui nécessiterait bien plus de 20 minutes pour être traité complètement. De fait, l'exposé de ce soir, de ce jour, se limite à 1. Une courte introduction des principaux termes et concepts. 2. Un résumé des travaux du groupe de travail du PIAC international sur le sujet. Vous avez vu la publication tout à l'heure. 3. Un témoignage sur la mise en œuvre de la démarche FMDS dans le domaine de la démarche, donc mise en œuvre de la démarche FMDS dans le domaine spécifique des tunnels routiers. Et 4. Quelques recommandations et perspectives. Si j'arrive à changer de diapo, ça sera parfait. Décidément, les éléments sont contre moi. Voilà. J'ai pu changer de diapo, c'est parfait. Vous avez à l'écran la définition des termes FMDS. Ça marche, je crois. Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça marche toujours? Si, nous voyons C'est tout bon? la diapo. Bon. C'est parfait, Olivier. D'accord. Donc, sur cette partie gauche, vous avez les définitions des 4 termes. La fiabilité, capacité d'opérer sans défaillance pendant un intervalle de temps donné dans des conditions données. La disponibilité, c'est la capacité d'être dans l'état d'exécuter une fonction requise à un instant donné, c'est un peu différent, dans des conditions données. La maintenabilité, c'est la capacité d'être maintenu pour opérer comme requis dans des conditions données d'utilisation. Et la sécurité, c'est la capacité à éviter un événement dangereux. Dans le langage courant, la fiabilité est finalement associée au vocabulaire tomber en panne. La disponibilité sera associée à la notion de hors service. La maintenabilité est associée à la capacité d'être rapidement dépannable ou réparable. Et la sécurité à l'absence de danger. Peut-être une petite présentation, un petit point d'attention, pardon. Vous avez dans 3 des définitions la notion de condition, dans des conditions données, dans des conditions données, dans des conditions données. La définition et le respect de ces conditions est un point essentiel. Les grandeurs caractéristiques de FMDS, de la fiabilité, de la maintenabilité et de la disponibilité sont indiquées ici, dans ce petit graphe. La MTBF, Mean Time Between Failure, le temps moyen entre pannes, est l'indicateur de la fiabilité. Le Mean Uptime, le temps moyen de bon fonctionnement rapporté au MTBF, est l'indicateur de la disponibilité. Et le Mean Downtime, le temps d'indisponibilité ou le temps de panne, pardon, ou le temps d'arrêt, et le Mean Time to Repair, le temps moyen de réparation, sont les indicateurs de la maintenabilité. Peut-être une petite précision, dans cette phase d'attente, il faut bien imaginer qu'elle inclut la détection et le diagnostic. Et dans la phase de réparation, à l'issue de la phase de réparation, il faut aussi imaginer qu'il y a un moment de réglage et de test avant remise en marche. Pour ce qui concerne les interactions que j'évoque dans cette partie, à droite de cette diapositive, ce que l'on peut dire, c'est que augmenter la maintenabilité et augmenter la fiabilité conduit à améliorer la disponibilité. Mais si l'on augmente la maintenabilité en complexifiant les systèmes, à ce moment-là, il se peut qu'on dégrade la fiabilité. Enfin, augmenter la sécurité peut conduire à des arrêts plus fréquents et donc, à ce moment-là, à réduire la disponibilité. De fait, la disponibilité, qui est ce qu'on recherche, est un compromis entre la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité.
Enfin, sur cette partie en bas de la diapo, ce que je souhaitais évoquer, c'est que les conditions minimales d'exploitation, les CME, et la démarche FMDS ont en commun la notion de mode dégradé et chacune des approches impacte le concept de maintenance. Les 3 diapos suivantes résument les travaux du PIARC. Elles répondent aux questions pourquoi, quand et comment mettre en œuvre une démarche FMDS. Une 4e diapo indiquera quelle est la pratique à l'international. Sur la question du pourquoi, le groupe de travail répond contribuer à définir une continuité de service qui soit le meilleur compromis possible entre les attentes des usagers et les spécificités des équipements du tunnel. Deuxième objectif, réduire les coûts de maintenance en particulier. Et troisième objectif, maintenir le niveau de sécurité défini pour les usagers, mais aussi pour les services d'intervention et de secours. La définition d'un niveau de disponibilité, tel qu'on l'évoque ici, niveau de disponibilité du tunnel pour les usagers, cohérent avec le contexte de l'ouvrage, est un sujet central, mais difficile. Par ailleurs, les coûts directs et indirects liés à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages et à leur indisponibilité, de fait, sont dimensionnants sur la durée du cycle de vie. Et c'est ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit. On ne parle pas que des coûts d'investissement, mais évidemment des coûts d'exploitation et de maintenance. Pour ce qui est du quand déployer une démarche FMDS? La réponse est dès le début, puis tout au long du cycle de vie. La prise en compte des exigences FMDS est en fait progressive, adaptée au niveau de réflexion et d'étude du moment, avec un maximum d'efficacité lorsque la conception est suffisamment détaillée, donc plutôt dans cette période-là, typiquement. Quant au comment, le principe est une approche séquentielle comprenant les 12 phases du cycle de vie d'un équipement ou d'un système au sens de la norme indiquée ici, CEI 62-278. Le cycle en V que vous retrouvez là, qu'on a représenté, est finalement assez classique pour ce qui concerne les phases de conception. Et ce qui est important, c'est notamment de bien toujours respecter ces étapes de vérification que vous voyez ici et celles évidemment de validation. Pour ce qui concerne la pratique à l'international, parmi les 23 pays qui ont répondu à l'enquête, plus de 25% ont normalisé les méthodes basées sur l'approche FMDS dans les projets routiers. 50% appliquent les méthodes basées sur l'approche FMDS pour soutenir et optimiser l'exploitation et la maintenance dans les projets routiers. Mais dans le domaine spécifique des tunnels routiers, qui est quand même beaucoup plus restreint, seules la Norvège et l'Australie appliquent systématiquement des méthodes ou normes basées sur la FMDS, et ce, de manière globale. L'enquête menée par le PIARC a révélé que plusieurs pays utilisent certains aspects pour gérer des tâches spécifiques. L'Espagne, l'Autriche et la France ont adopté la notion de conditions minimales d'exploitation. En Espagne, un soin particulier est apporté au projet pour garantir un niveau élevé de sécurité et de disponibilité. En France, la norme 61-508 a été adaptée à un tunnel routier. Et enfin, la Suisse a adopté la maintenance basée sur les risques pour les équipements liés à la sécurité. Ce que l'on peut observer, c'est donc que la pratique internationale dans le domaine des tunnels routiers est balbutiante, très limitée, contrairement au domaine ferroviaire où l'approche FMDS est la règle. Notre REX, j'attaque là maintenant un nouveau volet, le second volet ou le troisième volet qui traite de notre retour d'expérience, d'un modeste retour d'expérience. Notre retour d'expérience confirme le caractère exceptionnel des études FMDS formalisées. À titre personnel,
Seulement 3 études dans le domaine routier, auxquelles je pourrais rajouter celle menée par 2 collègues sur les projets L2 à Marseille et Croix-Rousse à Lyon. Mais donc en 1993, une AMD relative à la haute tension sur le tunnel de Puy-Morens, une AMD plus globale et plus sommaire sur L2 Est en phase avant-projet et une AMD sur la rocade nord de Grenoble en 2009 également. Voilà. Ces études sont donc rares, mais j'en confirme la richesse de l'enseignement, surtout lorsque on est dans une phase de conception qui s'est affinée. Une approche simplifiée et néanmoins efficace est toujours possible, fondée sur une analyse concertée avec les parties prenantes, c'est-à-dire maître d'ouvrage, exploitants, mainteneurs, des besoins fonctionnels, niveau de service en particulier, et des enjeux, CME notamment, et des risques. Prise en compte aussi des retours d'expérience et application de règles simples que je résume très sommairement dans les diapos qui suivent. Pourquoi l'approche proposée est-elle simplifiée? Eh bien parce qu'elle est concrète et qualitative par opposition aux méthodes quantitatives. Pourquoi est-elle jugée efficace? Grâce à un questionnement structuré, systématique, qui adresse les 4 composantes de la FMDS. Peut-être un petit mot sur pourquoi ces études sont-elles si rares? Peut-être parce que spécifiques, hors mission maîtrise d'œuvre habituelle, complexes, souvent, longues et coûteuses, elles peuvent l'être. Peut-être aussi à cause de l'illusion que tout serait dit finalement dans l'instruction technique 2000-63 entre autres, et que du coup il n'y aurait plus rien à faire. Peut-être encore à cause du compartimentage qu'on observe encore de temps en temps entre les services de construction et ceux d'exploitation et de maintenance. Nous allons maintenant balayer très rapidement un tableau qui expose quelques règles simples. Donc, pas le temps d'explorer dans le détail ce tableau, et je vais juste illustrer quelques-unes des règles avec quelques exemples. Les règles sont simples dans leur expression, mais leur mise en œuvre n'est pas toujours triviale. En termes d'objectifs, ce que l'on vise, c'est quoi? C'est de réduire les besoins de maintenance, d'améliorer le min uptime que nous avons vu tout à l'heure. C'est de réduire les durées de réparation, les durées de dépannage, les durées de travaux, donc tout ce qui peut permettre de réduire le mean time to repair et les phases de test. Et puis, c'est aussi améliorer les temps potentiellement de détection, de préparation et de diagnostic. Au niveau de ce qui est indiqué ici, choix d'équipements intrinsèquement fiables. Je pensais évoquer ici, par exemple, les chicanes HCM, qui sont un dispositif de génie civil, ou les clapets coupe-feu statiques, également HCM, qui sont 2 exemples de systèmes qui remplissent la fonction de cloisonnement coupe-feu, de cloisonnement au feu, sans aucune pièce mobile. L'implantation des matériels et la gestion des interfaces techniques sont en partie illustrées dans une diapo à venir, et donc je ne m'y attarde pas. La conception des équipements orientés maintenance recouvre des modalités telles que uniformisation, modularité, intervention sans outils, composants et interfaces standards, repérage, détrompeurs, connecteurs, filins de sécurité. Rien de très noble finalement, mais des choses qui sont pourtant tout à fait essentielles pour avoir une maintenance efficace. L'exclusion d'équipements dangereux pour les personnes ou l'environnement. Un exemple un peu trivial, c'est celui de la sécurisation d'accès aux gaines de ventilation. J'ai visité pas mal d'ouvrages où ce dispositif n'est pas mis en place et où, du coup, on expose potentiellement les personnels à des dangers graves. Les architectures tolérantes à la panne, ça, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est un sujet central. Petite parenthèse, on a finalement peu de prise sur les équipements standards du marché. On essaye d'adapter les choses en phase de recette usine typiquement, mais on a finalement parfois assez peu de marge sur le sujet. Et travailler sur les architectures et la bonne mise en œuvre des équipements est véritablement essentiel. Il s'agit de dichotomie, de cantonnement, de cheminement,
de redondance partielle ou totale, globalement de chasser les points communs. La prise en compte des contraintes de GER dès la conception est illustrée sommairement dans une diapo à venir, donc je vais vite sur le sujet. Solutions épurées et approches fonctionnelles. Une solution épurée mise en œuvre sur le tunnel Maurice Lemaire à l'époque avec Marc Merullier a consisté à supprimer l'électronique jugée inutile des barrières. Voilà, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, avec un minimum d'équipement. La définition et le respect des conditions de fonctionnement peuvent concerner un coffret extérieur en plein soleil, dont on est sûr qu'il dysfonctionnera s'il n'est pas conçu pour. C'est du vécu. Ça peut aussi concerner le cloisonnement ou le compartimentage de locaux techniques, puisque vous avez des équipements qui sont plus ou moins résistants, si je puis dire, à la température. La définition et le respect des exigences d'utilisation et d'entretien, on n'est plus du tout là dans la conception, mais on est bien dans l'exploitation, et c'est évidemment essentiel. Ça peut concerner, par exemple, les périodicités de graissage, le curage de conduite ou la manœuvre régulière de vanne, des choses qui sont simples et qui, si elles ne sont pas régulièrement ou correctement réalisées, conduisent à des pannes. J'en suis où? Je suis là sur le lot de rechange correctement stocké, justement dimensionné. Je voulais évoquer là les conditions de stockage, par exemple, de machines tournantes qui peuvent être critiques si l'on ne veut pas mater les paliers, c'est-à-dire qu'une machine tournante stockée pendant des années sans mouvement, le jour venu, peut tout à fait être indisponible. Les formations complètes du plus grand nombre et la pratique régulière visent à la polyvalence des personnes et à la maîtrise des installations sans appréhension, avec en prime l'avantage de solliciter régulièrement les installations. Là encore, sur Maurice Lemaire, Marc Marullier était très attaché à faire en sorte que ses personnels profitent de chaque fermeture d'ouvrage pour solliciter les installations et pour ne pas avoir peur de leur installation. Puisque finalement, si vous avez une installation qui est très rarement en panne, vous intervenez très rarement dessus, et le jour où vous devez le faire, eh bien, vous avez éventuellement quelques réticences. Les documentations exactes et détaillées, je ne développe pas ici, c'est un sujet essentiel que le BIM, dont on parle un tout petit peu à la fin, aidera, on peut l'espérer, à résoudre. Cette diapo et la suivante illustrent très schématiquement quelques règles de conception et de mise en œuvre. En haut à gauche, la position des chemins de câbles, ici ou là, la position des boîtes à bornes, ici ou là, la position des lignes d'éclairage ne sont pas neutres vis-à-vis des possibilités de maintenance. Le choix technologique d'un anémomètre n'est pas neutre non plus. Il existe des modèles qui utilisent des paires d'émetteurs-récepteurs qui sont alignés de part et d'autre de la chaussée. Ce type d'équipement s'est avéré par le passé assez contraignant quand vous devez intervenir tantôt volant, tantôt voie rapide pour dépanner votre équipement. Enfin, les feux R24, qui sont représentés ici sommairement, pour être redondants, doivent être alimentés et contrôlés de manière adaptée, typiquement en séparant correctement leur alimentation et le système de contrôle commande, le module d'entrée-sortie déporté typiquement, auquel ils sont raccordés. Ici en bas à gauche, le jet des accélérateurs peut impacter les équipements d'éclairage, de signalisation, de vidéosurveillance et donc réduire potentiellement leur durée de vie ou créer des dysfonctionnements. Donc ce sont des choses simples qu'il faut observer avec soin pour améliorer l'ensemble FMDS. En haut, ici à droite, la redondance partielle des prises de vue améliore la disponibilité de la vidéo DAI sous réserve de veiller au câblage énergie et vidéo, c'est-à-dire éviter des points communs. Mais sinon, vous avez un recouvrement. Le champ long ici recouvre le champ partiel de la caméra qui suit et vous obtenez ici une meilleure disponibilité. Dichotomie et cantonnement des circuits d'éclairage améliore la disponibilité
et facilite la maintenance, mais là encore, sous réserve de veiller au câblage énergie et GTC. Typiquement, ici, hein, on a coupé les circuits en deux et on les a dédoublés. C'est ce que j'appelle la dichotomie, enfin la dichotomie, donc diviser les circuits en deux, et le cantonnement, ici, coupé en deux. Sur cette diapo, rapidement aussi, quelles sont les idées simples? Des cheminements protégés des agressions mécaniques, thermiques, sont à privilégier. Donc, quand on est protégé dans du béton, on est toujours moins exposé que quand on est sur un chemin de câble sous voûte, typiquement. Les boucles, une boucle optique verte ici, hein, dessinée ici en verte, est toujours plus fiable que si elle a un point commun, notamment vis-à-vis du risque de chute d'un tampon dans la chambre de tirage. Hein, c'est le souci des points communs habituels. Et puis ici, réserver quelques mètres carrés s'avérera bien utile lors des opérations de gros entretiens et renouvellement. On voit très souvent des locaux très exigus dont on se demande bien comment ils pourront évoluer lors des opérations de GER. Parce que fermer un tunnel routier est toujours pénalisant puisqu'on perturbe sa fonction économique, la conception doit être tolérante à la panne. Dite autrement, il est indispensable d'envisager les pannes, leurs conséquences et la manière d'y remédier efficacement. Dit encore autrement, nous devons penser tolérance de panne et maintenance et pas seulement performance. Les recommandations sont donc les suivantes. Quel que soit l'ouvrage, la conception et l'exploitation doivent respecter les critères FMDS au même titre que les objectifs fondamentaux de sécurité et autres exigences réglementaires. Deuxième point, une approche intégrée native, simplifiée mais rigoureuse et cohérente est possible et constitue de fait un prérequis indispensable. L'idée qui est là derrière, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à concevoir de manière un peu bancale, ni surtout à réaliser des études sophistiquées sur de mauvaises bases. Une étude qualitative spécifique ciblée sur les systèmes les plus critiques peut utilement objectiver les choix en fonction du niveau de disponibilité visé. Les études qualitatives ont l'avantage d'être plus facilement accessibles et surtout indépendantes de bases de données qui sont plus ou moins complètes ou plus ou moins fiables. Donc, cette approche qualitative est toujours possible et toujours intéressante. Je parlais tout à l'heure, en termes de retour d'expérience, des AMD, des analyses de mode de défaillance, ce sont des méthodes qualitatives qui sont tout à fait performantes et relativement accessibles. Enfin, quatrième recommandation, si une exigence de disponibilité est définie pour le tunnel, il convient d'en confier la déclinaison en exigences plus détaillées sur chacun des systèmes à des experts ou des consultants qualifiés qui appliqueront la méthode FMDS la plus adaptée. Dans tous les cas, nous recommandons d'initier l'analyse FMDS le plus tôt possible, d'impliquer toutes les parties prenantes, j'évoquais tout à l'heure maître d'ouvrage, exploitation, maintenance, service de secours, d'exploiter les retours d'expérience de tous, qui d'ailleurs pourront nourrir autant que nécessaire la base de données nécessaire aux calculs éventuels, de considérer les facteurs humains qui sont souvent oubliés, et enfin, idéalement, de respecter le cycle en V avec ses étapes de vérification et de validation. Nous en avons presque terminé. C'est la dernière diapositive. Les outils, les exigences et les orientations de la conception sont en cours d'évolution, si je puis dire. L'exploitation et la maintenance des ouvrages sont et seront de fait impactés avec de possibles répercussions sur la nécessité et le périmètre des études FMDS. Vous avez ici en haut à gauche, pardon, je me mélange les crayons avec mes deux écrans. Vous avez ici en haut à gauche le couplage BIM, le Building Information Model, avec le système d'information géographique.
ce couplage BIM-SIG avec la GMAO que vous connaissez et la GTC va sans doute révolutionner la manière de concevoir et peut impacter favorablement la maintenabilité et sans doute la sécurité. La cybersécurité et les systèmes de transport intelligents sont par contre susceptibles de modifier certains choix techniques et de complexifier les installations au détriment potentiellement de la maintenabilité et de la disponibilité. À l'inverse, les concepts low-tech, lean-tech, éco-conception visent à alléger la charge en ciblant au mieux le niveau de service dans le respect des objectifs fondamentaux de sécurité. En tout état de cause, comme indiqué précédemment, il faut prévoir d'associer les équipements d'exploitation et de maintenance au processus de conception dans la démarche FMDS. Voilà, j'ai fait au plus vite pour respecter le timing et je l'espère aussi clair que possible, sachant que le sujet, comme je l'indiquais en préambule, est vaste et complexe. Merci Olivier. Merci de votre attention. Merci Olivier pour la présentation très riche. Là, on sent que ça te passionne et qu'elle pourrait nécessiter un webinaire à elle seule. Là, le temps passe, mais on peut quand même prendre rapidement 2 questions en y répondant peut-être synthétiquement. Alors, il y a celle auxquelles on ne répondra pas là aussi. On va en prendre note et on vous recontactera pour y répondre. Une première question, Olivier, sur le fait que la méthode FMDS, donc elle est basée sur 4 critères, un équilibre de 4 critères. En cas d'arbitrage, quel est le critère prépondérant? Question piège. La sécurité est dans tous les cas quelque chose qui doit être considéré. On ne peut pas envisager de réaliser une installation qui ne soit pas sécure, qui ne soit pas sûre. Donc je pense que le paramètre sécurité est vraiment prépondérant. Après, cette affaire d'équilibre, c'est ce qu'on évoquait, la disponibilité, je veux dire, est un compromis finalement entre la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité. Donc, j'ai envie de dire, si on veut malgré tout éviter des coûts inutiles, il faut viser des équipements les plus fiables possibles, qui exigent le moins de maintenance possible, ou en tout cas qui soient conçus ou orientés, dont la conception soit orientée maintenance pour avoir une maintenance efficace et sûre. OK. Une autre question peut-être qui s'interroge, comment on peut s'assurer qu'un équipement est intrinsèquement fiable compte tenu de l'évolution rapide des technologies, des pièces, du fait que chaque équipement nouveau, enfin, il y a une quantité d'équipements importante en tunnel aussi. Il y a aussi les questions des modes d'achat avec des mises en concurrence sans garantie sur la durée de vie des équipements. Donc voilà, est-ce que tu as quelques éléments de réponse à apporter à cette question? À l'instant T, pas. Je suis quelqu'un qui mûrit habituellement mes réponses. Il est clair que plus l'équipement est sophistiqué, plus grand sera le nombre de pannes possibles. Ceci étant, vous pouvez avoir des équipements très sophistiqués qui ont été bien conçus et qui offrent eux-mêmes une tolérance de panne, des modes secours, et qui ont aussi l'avantage de disposer de systèmes d'autodiagnostic qui finalement vous permettent d'être alerté en amont. Donc tout ça participe à la fiabilité. Le sujet est complexe. Disons que fondamentalement, moi, je milite plutôt pour épurer les systèmes et revenir à des choses à des formes un peu canoniques, à des formes les plus simples possibles. Éviter la surenchère permanente qui pose d'ailleurs d'autres problèmes. Et là, on rejoint le sujet low-tech, lean-tech. Je veux dire, il faut trouver le juste milieu. Il n'est pas question de revenir, trop en arrière, mais il faut faire attention et essayer vraiment de styliser nos installations le plus possible. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est un peu liée autour de ces systèmes complexes, enfin, notamment autour des indicateurs de SIL2 ou plus sur les automatismes des tunnels. Donc plus complexe, mais du coup, la question s'interroge même sur plus de fiabilité ou complexification des systèmes inutiles. Enfin, jusqu'où peut-on aller, quoi? C'est vrai que moi, là encore, je suis très partagé. On a vécu peut-être les uns et les autres des cas de figure, je me souviens. Alors là, ce n'était pas du routier, c'était du ferroviaire, c'était sur Saverne, mais où il a fallu complexifier considérablement une architecture pour rentrer dans les critères de disponibilité
Et là, ça devient un peu crétin, si vous pardonnez l'expression, parce qu'on arrive à quelque chose qui devient très difficilement maintenable. Donc, il y a là encore une fois de plus un équilibre à trouver. Je pense qu'il faut rester raisonnable. Et c'est pour ça que c'est important d'impliquer les services d'exploitation et de maintenance, mais surtout les mainteneurs, pour garder garder les pieds sur terre. Hein. Je veux dire, D'accord. il faut se méfier, surtout qu'on est face à des calculs très théoriques qui me font toujours un peu peur. Hein. On utilise des bases de données qui sont ce qu'elles sont, qui sont parfois incomplètes ou pas totalement fiables ou pas totalement reproductibles sur le monde des tunnels routiers. Et j'ai toujours des scrupules à faire des calculs sophistiqués pour aller chercher la énième décimale, alors que l'unité est déjà fausse, quoi. D'accord. Alors, une dernière question, et puis les autres questions, donc on y répondra hein, par email après. Quelles sont, selon toi, rapidement, les clés pour assurer la réussite de la démarche FMDS dans la durée? Et de manière associée à cette question, on peut aussi, je reprends une autre question qui dit, mais au sein de la structure exploitante, quel service doit piloter la démarche? C'est les mainteneurs, Je mettrais volontiers effectivement les mainteneurs en première ligne, hein, parce que ce sont bien eux qui, malgré tout, sont confrontés aux pannes et aux réparations, et qui ont du retour d'expérience, qui ont du terrain. Il faut que ces choses-là soient traitées par les concepteurs, certes, mais aussi par les gens de terrain, et qu'on utilise au mieux le retour d'expérience, les retours d'expérience des uns et des autres. Très bien, merci Olivier. Merci. Là, donc, on a un peu dépassé le temps. Je propose qu'on passe à quelques mots de clôture. Et donc, je vais essayer de partager mon écran. Jusque-là, on a réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison que… Voilà, est-ce que vous le voyez à l'heure actuelle? Oui. Voilà. Bon. En fait, à ce stade-là de la soirée, effectivement, on a bien avancé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation et la qualité des échanges. Vous étiez au démarrage, je crois, un peu plus de 125 inscrits et en fait, on a eu jusqu'à 103, 104 participants, je crois, connectés. Donc, ça montre l'intérêt, en tout cas, de la communauté nationale pour le sujet des tunnels routiers. Donc, c'est un grand plaisir. Merci à tous nos intervenants pour leur présentation qui était très riche et de grande qualité. Je voudrais aussi remercier l'équipe de Pierre France, hein, André Brotteau, Yolande Daniel, Sylvie Noguera. Remercier également, il y a du back-office que vous ne voyez pas forcément, mais je pense en particulier à Kristen Drouard, notre chargée de communication, Laurent Beaujeu. On ne les voit pas, mais ils ont fait en sorte que notre webinaire puisse se dérouler techniquement dans des conditions correctes. Donc, merci à eux. Et puis, je voudrais souligner, là, ce que vous voyez sur cette slide, que, bien sûr, vous pouvez participer aux travaux, aux réflexions dans le cadre de PIARC. Il y a plusieurs modalités possibles, bien sûr, depuis venir partager, écouter dans des lieux comme celui-ci, hein, des webinaires ou participer au GTFE pour les exploitants, par exemple. Il y a donc la conférence du comité miroir qui devait avoir lieu cette année, qui a été annulée, mais qui aura lieu l'année prochaine, qui est aussi un lieu privilégié d'échange. Donc, n'hésitez pas à venir participer pour écouter, pour questionner. On peut s'impliquer également de manière plus directe, hein, en participant au questionnaire dont je parlais tout à l'heure, en y répondant, ou en faisant remonter des préoccupations pour qu'on puisse bénéficier du retour d'expérience des autres pays dans le cadre du comité tunnel de PIARC. Donc ça, bien sûr, vous pouvez, j'ai remis les liens hein, que j'avais déjà donnés de PIARC au niveau international, de PIARC France, du GTFE, du CETU, et n'hésitez pas à nous contacter, donc soit Jean-Claude, soit moi, pour plus d'informations. Voilà, donc je vous remercie en tout cas hein, pour ce webinaire. Donc, en vous souhaitant qu'on puisse bientôt tous sortir de cette pandémie pour que dans un avenir proche, on puisse se retrouver et avoir des discussions autrement que derrière un écran. En tous les cas, merci à tous et bonne continuation à vous. Prenez soin de vous, de vos collègues, de vos proches et à très bientôt. Au revoir.